Imaginez un instant que vous puissiez lire dans les pensées des personnes qui vous entourent. Cette capacité, aussi fascinante qu'effrayante, est en réalité à votre portée grâce aux enseignements millénaires compilés par Robert Greene dans Les lois de la nature humaine. Un soir d'hiver, Anton Tchekhov, encore enfant, observait son père violent et alcoolique. Au lieu de développer de la rancœur, il a choisi de comprendre les mécanismes profonds qui poussaient son père à agir ainsi. Cette capacité d'empathie exceptionnelle lui a permis de se libérer et de devenir l'un des plus grands écrivains de son temps. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets de la psychologie humaine distillés à partir de 3000 ans d'histoire. Vous découvrirez comment décoder les comportements les plus mystérieux, comprendre vos propres schémas destructeurs et surtout, comment utiliser cette connaissance pour transformer positivement votre vie. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez non seulement pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres, mais vous aurez aussi les clés pour transcender vos propres limites. Embarquons ensemble dans cette exploration fascinante de la nature humaine. Première loi, la loi de l'irrationalité. Maîtrisez votre moi émotionnel. En 2019, un trader expérimenté a perdu plus de 2 millions d'euros en une seule journée, non pas à cause d'une analyse erronée des marchés, mais parce qu'il a laissé la peur et la colère guider ses décisions après une première perte mineure. Cette histoire illustre parfaitement ce que Robert Greene appelle la loi de l'irrationalité. Nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels, capables de prendre des décisions réfléchies. Pourtant, nos émotions gouvernent la majorité de nos choix. Elles nous poussent à chercher des informations qui confirment nos croyances et à rejeter celles qui les contredisent. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Nous pouvons être séduits par un candidat charismatique au point d'ignorer ses lacunes évidentes, simplement parce que son attitude nous plaît. Nos émotions créent un filtre qui déforme notre perception de la réalité. Pour maîtriser cette irrationalité, Greene propose une approche en 3 temps. D'abord, apprendre à reconnaître nos émotions avant qu'elles ne nous submergent. Ensuite, prendre du recul face aux situations chargées émotionnellement, comme le faisait le stratège grec Périclès, qui refusait systématiquement de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Enfin, cultiver une discipline mentale qui nous permet d'analyser nos sentiments à froid. Par exemple, noter nos réactions émotionnelles dans un journal pour mieux les comprendre ultérieurement. La rationalité n'est pas un don inné, mais une compétence qui se développe. Comme le souligne Greene, elle représente notre capacité à contrecarrer l'effet de nos émotions, à réfléchir plutôt que réagir, et à voir la réalité telle qu'elle est plutôt que comme nos émotions voudraient donc qu'elle soit. Deuxième loi, la loi du narcissisme. Transformez votre narcissisme en empathie. L'histoire de Jeanne Belciel, une sœur ursuline du XVIIe siècle, illustre parfaitement la complexité du narcissisme. Dans son premier couvent, son comportement était si toxique et sarcastique que les bonnes sœurs l'ont forcé à partir. Ce n'est qu'en arrivant au couvent de Loudun en 1627 qu'elle a commencé à transformer son narcissisme en développant une véritable empathie envers les autres. Le narcissisme est une tendance naturelle chez l'être humain, qui se développe dès notre plus jeune âge comme un mécanisme de protection de notre estime de soi. Robert Greene nous montre qu'il existe différentes formes de narcissisme allant du plus destructeur, comme celui de Staline qui exerçait un contrôle total, au plus sain, capable de déchiffrer et comprendre les émotions des autres. Pour transformer notre narcissisme en empathie, Greene propose une approche en 4 dimensions. D'abord, cultiver une attitude empathique en abordant chaque interaction sans préjugés. Ensuite, développer une empathie viscérale en étant attentif aux émotions des autres à travers leurs gestuels et leur voix. Puis, pratiquer l'empathie analytique en cherchant à comprendre le parcours et les motivations d'autrui. Enfin, affiner sa compétence empathique en sollicitant régulièrement des retours sur notre capacité à nous connecter aux autres. Cette transformation permet non seulement de créer des liens plus profonds et plus satisfaisants avec notre entourage, mais aussi de nous protéger des narcissiques toxiques qui peuvent causer des dommages émotionnels durables. Comme le souligne Greene, la véritable force ne réside pas dans notre capacité à nous admirer nous-mêmes, mais dans notre aptitude à comprendre et à nous connecter authentiquement avec les autres. Troisième loi, la loi de la persona. Découvrez ce qui se cache derrière le masque.
En 1920, Charles Ponzi se présentait comme un brillant investisseur à Boston, arborant des costumes élégants et un sourire charmeur. Son masque social était si convaincant qu'il a réussi à attirer des milliers d'investisseurs. Derrière cette façade se cachait pourtant l'un des plus grands escrocs de l'histoire, illustrant parfaitement ce que Robert Greene appelle « la loi de la persona ». Nous portons tous un masque social, une personne que nous présentons au monde. Ce masque n'est pas nécessairement une tromperie délibérée, mais plutôt une adaptation naturelle aux exigences de la société. Par exemple, un cadre d'entreprise peut projeter une image de confiance et d'autorité au bureau, alors qu'il se sent profondément insécure dans sa vie personnelle. Greene explique que pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut observer les incohérences entre leurs masques et leurs actions. Ces failles apparaissent souvent dans les moments de stress ou lors de situations imprévues. Un collègue habituellement calme et posé, qui explose soudainement de colère pour une broutille, révèle ce qui se cache derrière sa façade de sérénité. Pour maîtriser cette loi, Greene suggère de développer une sensibilité aux détails révélateurs, les micro-expressions, les lapsus, les comportements non-verbaux. Il recommande également d'être conscient de notre propre masque et de l'écart qu'il peut y avoir avec notre véritable personnalité. Cette conscience nous permet non seulement de mieux nous comprendre, mais aussi d'être plus authentiques dans nos relations. La clé n'est pas de chercher à arracher le masque des autres, mais de comprendre que ces personnes font partie intégrante de la nature humaine et qu'elles peuvent nous révéler des vérités profondes sur les individus que nous côtoyons. Quatrième loi, la loi du comportement compulsif. Déterminer la force du caractère des individus. L'histoire de Robert Greene lui-même illustre parfaitement la loi du comportement compulsif. À chaque nouveau livre qu'il entreprend, il se promet de le faire plus court, plus simple, avec moins de recherche. Pourtant, invariablement, il se retrouve plongé dans 6 années de travail acharné, incapable d'échapper à ce schéma comportemental. Notre caractère est forgé par nos expériences précoces et se manifeste à travers des schémas récurrents dont il est difficile de s'affranchir. Ces comportements compulsifs sont comme des empreintes digitales psychologiques qui révèlent notre véritable nature, au-delà des apparences que nous tentons de projeter. Pour identifier la force de caractère d'une personne, il faut observer ses réactions face à l'adversité, sa capacité d'adaptation et sa volonté d'apprendre. Par exemple, un collègue qui se présente comme parfaitement organisé mais qui, systématiquement, échoue à respecter les délais, révèle un schéma comportemental plus profond qu'une simple désorganisation passagère. Greene nous conseille de nous méfier particulièrement des caractères toxiques, les perfectionnistes obsessionnels, les éternels rebelles ou encore ceux qui se positionnent perpétuellement en victime. Ces patterns comportementaux sont des signaux d'alarme qui peuvent prédire des difficultés futures dans nos relations professionnelles ou personnelles. La clé n'est pas de nier ces schémas comportementaux, mais de les reconnaître et de travailler à les transformer en force. En prenant conscience de nos propres comportements compulsifs, nous pouvons créer de nouvelles habitudes plus constructives et prendre véritablement notre destin en main, tout en apprenant à mieux évaluer le caractère des personnes qui nous entourent. Cinquième loi, la loi de la convoitise. Soyez un objet de désir insaisissable. En 1920, Coco Chanel a révolutionné l'industrie de la mode, non pas uniquement par son talent, mais par sa maîtrise innée de la loi de la convoitise. Elle créait délibérément une rareté autour de ses créations, refusant de vendre à certaines clientes fortunées, ce qui ne faisait qu'augmenter leur désir de posséder ces pièces. Robert Greene explique que notre cerveau est programmé pour désirer ce qui nous échappe. Plus un objet ou une personne semble inaccessible, plus notre désir s'intensifie. Ce mécanisme s'explique par 3 aspects fondamentaux de notre psychologie. L'induction qui nous pousse à désirer ce que nous n'avons pas, un biais négatif hérité de nos ancêtres et notre capacité à vivre simultanément le réel et l'imaginaire. Pour devenir un objet de désir, Greene conseille d'utiliser stratégiquement l'absence. Comme il l'explique, trop de présence étouffe, tandis que l'absence stimule l'intérêt. Par exemple, dans les relations professionnelles ou personnelles, savoir se retirer au bon moment peut créer un mystère qui attise la curiosité et le désir des autres. La clé réside dans la compréhension que ce n'est pas la possession qui motive véritablement les gens, mais la quête elle-même. Une fois l'objet du désir obtenu,
Une certaine déception s'installe invariablement, suivie du désir d'obtenir autre chose. C'est pourquoi il est crucial de maintenir une part de mystère, de continuer à surprendre et de ne jamais être totalement accessible. Pour maîtriser cette loi, il faut créer un équilibre subtil entre présence et absence, entre ce que l'on révèle et ce que l'on cache, tout en restant authentique. C'est cette danse entre l'accessible et l'insaisissable qui maintient vivace le désir des autres. 6e loi. La loi du manque de vision, prenez de la hauteur. En 1719, John Blunt, un brillant homme d'affaires anglais, a orchestré l'une des plus grandes bulles financières de l'histoire avec la Compagnie de la mer du Sud. Aveuglé par les profits immédiats et le succès apparent, il n'a pas su voir les signes avant-coureurs de l'effondrement, qui allait ruiner des milliers de personnes. Cette histoire illustre parfaitement la loi du manque de vision décrite par Robert Greene. Notre cerveau, héritage de notre nature animale, nous pousse à réagir principalement à ce qui est immédiat et visible. Nous sommes naturellement attirés par les promesses de gains rapides et les solutions faciles, négligeant souvent les conséquences à long terme de nos décisions. Pour transcender cette limitation, Greene nous invite à prendre de la hauteur, à nous détacher de l'instant présent. Par exemple, un entrepreneur qui refuse un contrat lucratif mais éthiquement douteux fait preuve de vision en préservant sa réputation à long terme plutôt que de céder à l'attrait du profit immédiat. Cette loi nous met en garde contre 4 manifestations courantes de la pensée à court terme. Les conséquences inattendues de nos actes, l'enlisement dans des conflits stériles, la perte de patience et la dispersion dans des détails insignifiants. La clé pour maîtriser cette loi réside dans notre capacité à élargir notre relation au temps. Il s'agit de développer une vision panoramique de notre vie, comme un joueur d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Cette approche nous permet de repérer les opportunités et les dangers qui ne sont pas immédiatement visibles et de prendre des décisions plus éclairées qui servent nos objectifs à long terme. 7e loi, la loi de la défensive, briser les résistances d'autrui en le confortant dans ses opinions. L'histoire de Benjamin Franklin illustre parfaitement la loi de la défensive. Lors de la Convention constitutionnelle de 1787, Franklin, alors âgé de 81 ans, devait convaincre ses pairs d'adopter la nouvelle Constitution. Au lieu d'attaquer frontalement les opposants, il commença son discours en admettant ses propres doutes et en reconnaissant la validité de certaines objections. Cette approche désarma ses adversaires et ouvrit la voie à un dialogue constructif. Robert Greene explique que nous avons tous une tendance naturelle à nous défendre lorsque nos opinions sont remises en question. Cette réaction défensive est profondément ancrée dans notre psyché et remonte à nos instincts primitifs de survie. Lorsque nous nous sentons attaqués, même intellectuellement, nous nous fermons au dialogue et campons sur nos positions. Pour briser ces résistances, Greene propose une approche contre-intuitive. Au lieu de chercher à convaincre à tout prix, il faut d'abord valider les opinions de l'autre. Par exemple, dans une négociation commerciale, reconnaître les préoccupations de l'autre partie avant de présenter ses propres arguments peut créer un climat de confiance propice à un accord mutuellement bénéfique. La clé réside dans l'art de l'écoute active et de l'empathie. En montrant que nous comprenons et respectons le point de vue de l'autre, nous créons un espace où il se sent en sécurité pour explorer de nouvelles idées. C'est ce que Greene appelle « abaisser la température émotionnelle de la conversation ». Cette approche ne signifie pas pour autant qu'il faut renoncer à ses propres convictions. Il s'agit plutôt de créer un terrain d'entente à partir duquel on peut progressivement introduire de nouvelles perspectives. En pratiquant cette méthode, on peut transformer des adversaires potentiels en alliés et des conflits en opportunités de croissance mutuelle. 8e loi, la loi de l'auto-sabotage. Changez la situation en changeant votre façon de penser. L'histoire de Nelson Mandela en prison illustre parfaitement la loi de l'auto-sabotage. Pendant ses 27 années d'incarcération, au lieu de se laisser consumer par l'amertume et la colère, il a transformé sa cellule en université. Il a choisi de voir sa détention non comme une punition, mais comme une opportunité de développer sa force intérieure et sa compréhension de ses adversaires. Robert Greene explique que nous sommes souvent nos pires ennemis. Nos pensées négatives créent des prophéties autoréalisatrices qui nous enferment dans des cycles destructeurs. Par exemple, une personne persuadée que ses collègues la détestent adoptera inconsciemment un comportement distant
qui finira par créer une réelle hostilité à son égard. Cette loi met en lumière comment nos schémas de pensée façonnent notre réalité. Prenons le cas d'un entrepreneur qui, après un échec, se convainc qu'il n'est pas fait pour les affaires. Cette croyance limitante l'empêchera de voir les opportunités futures et de tirer les leçons constructives de son expérience. Pour briser ce cycle d'auto-sabotage, Greene propose de développer ce qu'il appelle l'attitude du guerrier. Il s'agit de voir chaque obstacle comme un défi à relever plutôt qu'une barrière insurmontable. Cette transformation commence par la reconnaissance de nos schémas de pensée toxiques et leur remplacement conscient par des perspectives plus constructives. La clé réside dans notre capacité à prendre du recul et à observer nos pensées comme un spectateur bienveillant. En développant cette conscience, nous pouvons identifier les moments où nous nous sabotons et activement choisir une interprétation différente des événements. Comme le dit Greene, ce n'est pas tant la situation qui détermine notre expérience, mais la façon dont nous choisissons de l'interpréter et d'y répondre. 9e loi, la loi du refoulement. Affrontez votre côté obscur. L'histoire de Carl Jung, le célèbre psychanalyste, illustre parfaitement la loi du refoulement. Dans les années 1910, alors qu'il traversait une profonde crise personnelle, Jung a choisi de plonger dans ses propres ténèbres plutôt que de les fuir. Il a documenté ses visions et ses cauchemars dans son livre rouge, transformant ainsi ses démons intérieurs en source de créativité et de compréhension profonde de la psyché humaine. Robert Greene souligne que nous avons tous un côté obscur, une partie de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou nier, ces aspects refoulés de notre personnalité. Colère, jalousie, désir inavouable ne disparaissent pas simplement parce que nous refusons de les voir. Au contraire, ils ressurgissent souvent de manière destructrice dans nos moments de faiblesse. Prenons l'exemple d'un manager qui refuse d'admettre sa tendance au contrôle excessif. En niant cette part de lui-même, il risque de devenir progressivement tyrannique avec son équipe, tout en se persuadant qu'il agit pour leur bien. Ce refoulement crée une dissonance qui peut mener à des explosions de colère apparemment inexplicables. Pour maîtriser cette loi, Greene nous invite à accepter notre dualité fondamentale. Il ne s'agit pas de laisser libre cours à nos pulsions négatives, mais de les reconnaître pour mieux les comprendre et les transformer. Cette acceptation nous permet de canaliser notre énergie sombre de manière constructive, comme un artiste qui transforme sa mélancolie en œuvre d'art. La clé réside dans notre capacité à regarder nos ombres en face sans jugement moral. En reconnaissant et en intégrant nos aspects les plus sombres, nous devenons plus complets, plus authentiques et paradoxalement plus capables de maîtriser nos impulsions destructrices. Comme le dit Greene, c'est en affrontant nos démons que nous trouvons notre véritable force. 10e loi, la loi de l'envie. Méfiez-vous de l'ego fragile. L'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart illustre parfaitement la loi de l'envie. À la cour de Vienne, son talent exceptionnel suscitait une jalousie féroce chez Antonio Salieri, un compositeur respecté de l'époque. Cette envie dévorante a poussé Salieri à tenter de saboter la carrière de Mozart, non pas tant par méchanceté que par la souffrance que lui infligeait la comparaison avec le génie de son rival. Robert Greene explique que l'envie est l'une des émotions les plus toxiques et les plus difficiles à admettre. Elle naît souvent d'un ego fragile qui ne supporte pas de voir les autres réussir ou briller. Contrairement à l'admiration qui nous inspire à nous améliorer, l'envie nous pousse à vouloir diminuer l'autre pour soulager notre propre sentiment d'infériorité. Dans le monde professionnel moderne, cette dynamique se manifeste de façon subtile. Par exemple, un collègue qui dénigre systématiquement les succès des autres ou qui répand des rumeurs malveillantes révèle souvent un ego fragilisé par ses propres insécurités. Ces comportements toxiques peuvent empoisonner l'atmosphère d'une équipe entière. Pour maîtriser cette loi, Greene nous conseille d'être particulièrement attentifs aux signes révélateurs d'un ego fragile. Les compliments forcés, les critiques déguisées ou encore la tendance à minimiser les réussites d'autrui. Il est crucial de reconnaître ces manifestations pour protéger notre propre bien-être et notre progression. La clé réside dans notre capacité à cultiver une saine confiance en nous, indépendante des comparaisons avec les autres. En développant une sécurité intérieure solide, nous pouvons nous réjouir sincèrement du succès d'autrui et transformer l'envie potentielle en source d'inspiration et de motivation personnelle. 11e loi,
La loi de la mégalomanie, apprenez à connaître vos limites. L'histoire de Napoléon Bonaparte incarne parfaitement la loi de la mégalomanie. Au sommet de sa puissance, convaincu de son invincibilité, il a lancé sa désastreuse campagne de Russie en 1812. Son refus de reconnaître ses limites, tant humaines que logistiques, l'a conduit à l'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire, perdant près de 500 000 hommes dans cette entreprise démesurée. Robert Greene nous montre comment le succès peut devenir notre pire ennemi. Plus nous réussissons, plus nous risquons de tomber dans le piège de la mégalomanie, cette illusion de toute puissance qui nous fait perdre contact avec la réalité. Cette dynamique s'observe quotidiennement dans le monde des affaires, où des entrepreneurs brillants finissent pareillement par échouer après avoir surestimé leurs capacités et ignoré les signaux d'alarme. Prenons l'exemple plus contemporain d'Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos. Portée par sa vision et ses premiers succès, elle s'est convaincue qu'elle pouvait révolutionner l'industrie médicale, ignorant les limites technologiques et éthiques jusqu'à l'effondrement total de son entreprise. Pour maîtriser cette loi, Greene recommande de cultiver une humilité lucide. Il ne s'agit pas de douter de ses capacités, mais de maintenir une conscience aiguë de ses limites réelles. Cette approche implique de solliciter régulièrement des retours honnêtes, d'accepter les critiques constructives et de reconnaître que personne n'est infaillible. La clé réside dans l'équilibre entre ambition et réalisme. Comme le souligne Greene, la véritable grandeur ne consiste pas à repousser toutes les limites, mais à comprendre lesquelles peuvent être dépassées et lesquelles doivent être respectées. C'est dans cette reconnaissance humble de nos frontières que nous trouvons paradoxalement notre plus grande force. 12e loi. La loi de l'inflexibilité des sexes. Reconnectez-vous au masculin féminin qui est en vous. L'histoire de George Sand illustre parfaitement la loi de l'inflexibilité des sexes. Au XIXe siècle, cette écrivaine française a choisi d'adopter un pseudonyme masculin et de porter des vêtements d'homme, non pas pour renier sa féminité, mais pour exprimer librement la dualité de sa nature. Elle a ainsi pu transcender les attentes rigides de son époque et devenir l'une des auteurs les plus influentes de son temps. Robert Greene explique que nous possédons tous des qualités masculines et féminines, en partie héritées génétiquement et en partie influencées par le parent du sexe opposé. Cependant, la société nous pousse à réprimer ces qualités pour nous conformer au rôle genré attendu, ce qui appauvrit notre personnalité et rigidifie notre mode de pensée. Cette répression peut se manifester de diverses manières. Par exemple, un homme d'affaires qui cache sa sensibilité naturelle pour projeter une image de dureté finit par perdre sa capacité d'empathie, pourtant cruciale en leadership. De même, une femme qui étouffe son assertivité pour correspondre aux attentes sociales se prive d'opportunités d'évolution professionnelle. La clé pour maîtriser cette loi réside dans notre capacité à embrasser notre nature complète. Il ne s'agit pas de rejeter son identité de genre, mais de créer une personnalité authentique qui intègre harmonieusement nos aspects masculins et féminins. Cette approche nous permet de développer une plus grande flexibilité émotionnelle et intellectuelle, enrichissant ainsi nos relations et notre compréhension du monde. Greene suggère de déjouer les attentes en laissant s'exprimer nos nuances masculines ou féminines naturelles, plutôt que de nous conformer aux rôles socialement prescrits. Cette authenticité devient alors une source de force et de créativité unique. 13e loi, la loi du désœuvrement. Avancez en donnant du sens à votre vie. L'histoire de Viktor Frankl, psychiatre autrichien survivant des camps de concentration, illustre puissamment la loi du désœuvrement. Dans les conditions les plus inhumaines imaginables, il a découvert que ceux qui survivent n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui trouvaient un sens à leur existence, même dans l'horreur. Robert Greene explique que le désœuvrement moderne prend des formes plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Dans notre société d'abondance, beaucoup errent sans but véritable, comblant ce vide par la consommation excessive, les réseaux sociaux ou des distractions superficielles. Cette absence de sens crée une forme de souffrance existentielle qui peut mener à la dépression ou à l'anxiété chronique. Prenons l'exemple d'un cadre supérieur qui, malgré sa réussite professionnelle, ressent un profond malaise. Son travail lui apporte le confort matériel, mais ne nourrit pas son besoin fondamental de contribution significative.
Ce n'est qu'en réorientant sa carrière vers un projet qui résonne avec ses valeurs profondes qu'il retrouve son énergie vitale. Pour maîtriser cette loi, Green nous invite à explorer ce qui nous anime véritablement. Il ne s'agit pas simplement de poursuivre le succès ou le bonheur, mais de découvrir ce qui donne une véritable substance à notre existence. Cette quête implique souvent de confronter nos peurs et nos doutes, mais c'est précisément dans ce défi que nous trouvons notre voie. La clé réside dans notre capacité à transformer nos épreuves en opportunités de croissance et à relier nos actions quotidiennes à un objectif plus grand que nous-mêmes. Comme le souligne Green, le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons activement à travers nos choix et nos engagements. 14e loi, la loi de la conformité. Ne laissez pas le groupe vous tirer vers le bas. L'histoire de Steve Jobs illustre parfaitement la loi de la conformité. Lorsqu'il est revenu chez Apple en 1997, l'entreprise était enlisée dans la médiocrité, suivant les tendances du marché plutôt que de les créer. Jobs a délibérément choisi de briser cette conformité en développant l'iMac, un ordinateur radicalement différent qui a redéfini l'industrie technologique. Robert Greene explique que la pression du groupe exerce une force invisible mais puissante sur notre comportement. Cette influence peut nous pousser à adopter des idées ou des comportements qui ne nous correspondent pas, simplement pour éviter le conflit ou le rejet. Par exemple, dans une réunion professionnelle, de nombreuses personnes acquiescent à une mauvaise décision par peur d'être perçues comme des troubles faits. Le danger de la conformité se manifeste particulièrement dans les environnements où le consensus est valorisé au détriment de l'innovation. Un jeune artiste talentueux pourrait ainsi abandonner son style unique pour adopter des tendances plus commerciales, perdant ce qui rendait son art spécial en premier lieu. Pour maîtriser cette loi, Green nous invite à cultiver ce qu'il appelle une résistance active à la conformité. Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement au groupe, mais de maintenir notre indépendance d'esprit tout en naviguant habilement dans les dynamiques sociales. Cette approche nécessite du courage et de la finesse. La clé réside dans notre capacité à identifier les moments où la pression du groupe menace notre authenticité et notre potentiel créatif. Comme le souligne Green, les plus grandes innovations et avancées de l'histoire sont venues de personnes qui ont osé penser différemment, qui ont résisté à la tentation de se fondre dans la masse. C'est en préservant notre individualité, tout en maintenant des liens sociaux constructifs, que nous pouvons véritablement exceller. 15e loi, la loi de l'inconstance. Donnez leur envie de vous suivre. L'histoire de Martin Luther King Jr. illustre parfaitement la loi de l'inconstance. Face à une société profondément divisée, il n'a pas simplement imposé ses idées, mais a su créer un mouvement qui a inspiré des millions de personnes à le suivre. Sa capacité à communiquer une vision claire, tout en restant profondément connecté aux préoccupations de son peuple, a transformé des suiveurs passifs en militants engagés. Robert Greene explique que le véritable leadership ne repose pas sur l'autorité ou la coercition, mais sur notre capacité à inspirer les autres. Les gens sont naturellement inconstants dans leurs engagements et leurs motivations. Pour les mobiliser durablement, il faut créer une connexion émotionnelle profonde et incarner les valeurs qu'on prône. Prenons l'exemple d'une dirigeante d'entreprise qui a transformé une équipe démotivée en un groupe performant. Au lieu d'imposer des objectifs, elle a pris le temps de comprendre les aspirations individuelles de chaque membre, alignant les objectifs de l'entreprise avec leur développement personnel. Cette approche a créé un engagement durable plutôt qu'une obéissance temporaire. Pour maîtriser cette loi, Green souligne l'importance de développer ce qu'il appelle le charisme authentique. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, mais de cultiver des qualités qui donnent naturellement envie de nous suivre, la cohérence entre nos paroles et nos actes, l'empathie véritable et la capacité à communiquer une vision inspirante. La clé réside dans notre aptitude à transformer l'inconstance naturelle des gens en engagement durable. Comme le dit Green, les meilleurs leaders ne forcent pas les autres à les suivre. Ils créent un environnement où les gens choisissent librement de s'engager dans une vision commune qui les élève et leur donne un sens plus profond à leur action. 16e loi, la loi de l'agressivité. Débusquer l'hostilité derrière l'amabilité de façade. L'histoire de Jules César illustre parfaitement la loi de l'agressivité.
Alors qu'il montait en puissance à Rome, ses plus dangereux adversaires n'étaient pas ceux qui le critiquent ouvertement, mais les sénateurs qui lui souriaient tout en conspirant dans l'ombre. C'est leur hostilité masquée qui a finalement conduit à sa chute, démontrant l'importance cruciale de savoir lire au-delà des apparences. Robert Greene explique que l'agressivité passive est souvent plus dangereuse que l'hostilité directe. Dans notre société moderne, l'expression ouverte de l'agressivité étant mal vue, elle prend des formes plus subtiles et insidieuses. Par exemple, un collègue qui multiplie les petits compliments ambigus tout en sapant votre travail lors des réunions importantes révèle une forme d'hostilité, masquée particulièrement toxique. Cette dynamique se manifeste fréquemment dans les environnements professionnels où la politesse de façade cache souvent des tensions profondes. Un manager peut sourire et vous encourager publiquement tout en travaillant en coulisses pour limiter votre progression ou saboter vos projets. Pour maîtriser cette loi, Greene nous invite à développer ce qu'il appelle le radar émotionnel. Il s'agit d'être attentif aux incohérences entre les paroles et les actes, aux micro-expressions qui trahissent les véritables intentions, et aux schémas comportementaux qui révèlent une hostilité sous-jacente. La clé réside dans notre capacité à identifier ces signaux d'alarme sans devenir paranoïaque. Comme le souligne Greene, il ne s'agit pas de voir des ennemis partout, mais de développer une lecture plus fine des dynamiques relationnelles pour mieux nous protéger. Cette conscience aiguisée nous permet de naviguer plus efficacement dans les eaux troubles des relations humaines, tout en maintenant notre intégrité et notre sérénité. 17e loi, la loi de la myopie générationnelle, saisissez l'instant historique. L'histoire de Mark Zuckerberg illustre parfaitement la loi de la myopie générationnelle. Au début des années 2000, alors que beaucoup ne voyaient dans Internet qu'un simple outil de communication, il a su percevoir l'émergence d'un besoin fondamental de connexion sociale numérique. En créant Facebook, il n'a pas simplement lancé un réseau social, il a saisi l'esprit de son époque et transformé la façon dont les générations interagissent. Robert Greene explique que chaque génération a tendance à voir le monde à travers le prisme de sa propre expérience, créant une forme de myopie qui l'empêche de percevoir les changements profonds en cours. Cette limitation peut nous faire manquer des opportunités majeures ou nous rendre vulnérables aux bouleversements sociaux et technologiques. Prenons l'exemple de l'industrie musicale qui, enfermée dans son modèle traditionnel, a initialement combattu le streaming plutôt que de comprendre qu'il représentait une transformation fondamentale dans la façon dont les nouvelles générations consomment la musique. Cette myopie a coûté des années d'avance à de nombreuses maisons de disques. Pour maîtriser cette loi, Greene nous invite à développer ce qu'il appelle la vision historique. Il s'agit de comprendre non seulement les tendances actuelles, mais aussi les forces profondes qui façonnent notre époque. Cette approche nécessite de sortir de notre zone de confort générationnel pour observer les signaux faibles qui annoncent les changements à venir. La clé réside dans notre capacité à nous détacher de nos préjugés générationnels pour embrasser une perspective plus large. Comme le souligne Greene, le véritable succès vient souvent de notre aptitude à reconnaître et à surfer sur les vagues de changement plutôt que de nous accrocher à des modèles dépassés. C'est en comprenant le zeitgeist, l'esprit du temps, que nous pouvons véritablement innover et prospérer. 18e loi, la loi du déni de mort. Méditons sur notre mortalité. L'histoire de Steve Jobs illustre parfaitement la loi du déni de mort. Son fameux discours à Stanford en 2005, alors qu'il luttait contre le cancer, révélait une profonde compréhension de la façon dont la conscience de notre mortalité peut transformer notre vie. Votre temps est limité, alors ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre, disait-il, montrant comment la perspective de la mort peut devenir un puissant catalyseur de vie authentique. Robert Greene explique que notre société moderne a créé une culture du déni de la mort, nous poussant à ignorer notre finitude plutôt que d'en faire une source de motivation et de sens. Ce déni nous maintient souvent dans une forme de paralysie, nous empêchant de prendre les risques nécessaires pour vivre pleinement. Prenons l'exemple d'un cadre qui, après avoir frôlé la mort dans un accident, a complètement réorienté sa vie. Cette expérience l'a poussé à quitter un emploi confortable, mais vide de sens, pour poursuivre sa véritable passion,
réalisant que le vrai risque n'était pas d'échouer, mais de ne jamais avoir essayé. Pour maîtriser cette loi, Green nous invite à pratiquer ce qu'il appelle la méditation sur la mortalité. Il ne s'agit pas de devenir morbide ou anxieux, mais au contraire d'utiliser la conscience de notre finitude comme un outil pour intensifier notre expérience de la vie. Cette pratique nous aide à distinguer l'essentiel du superflu, à agir avec plus d'urgence et de détermination. La clé réside dans notre capacité à transformer l'anxiété naturelle face à la mort en une force motivante. Comme le souligne Green, accepter notre mortalité nous libère paradoxalement de nombreuses peurs qui nous limitent. Cette acceptation nous permet de vivre plus pleinement dans le présent, tout en construisant un héritage significatif pour l'avenir. Les lois de la nature humaine de Robert Greene nous offrent bien plus qu'une simple analyse du comportement humain. Elles nous fournissent une véritable boussole pour naviguer dans la complexité des relations humaines et de notre propre développement personnel. À travers ces 18 lois fondamentales, nous avons découvert comment maîtriser nos émotions irrationnelles, transformer notre narcissisme en empathie et comprendre ce qui se cache derrière les masques que nous portons tous. Nous avons appris à reconnaître nos comportements compulsifs, à cultiver notre désirabilité tout en restant authentiques et à prendre de la hauteur face aux défis quotidiens. La force de ces enseignements réside dans leur universalité. Que vous soyez entrepreneur, artiste, étudiant ou cadre, ces principes s'appliquent à chaque aspect de votre vie. Ils nous rappellent que la véritable puissance ne vient pas de la manipulation des autres, mais de la compréhension profonde de notre nature humaine commune. Je vous invite maintenant à mettre en pratique ces enseignements dans votre quotidien. Commencez par observer vos propres réactions émotionnelles, identifier vos schémas comportementaux et osez regarder au-delà des apparences dans vos relations. La transformation commence par la conscience. Partagez en commentaire quelle loi vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos expériences enrichiront notre communauté et inspireront d'autres personnes dans leur parcours de développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses de livres qui changent la vie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de croissance mutuelle. Et rappelez-vous, comme le dit si bien Green, la connaissance de la nature humaine est le début de la sagesse. À vous maintenant de transformer cette sagesse en action.